Ce soir, tu vas nous parler du capitaine d'ordre Charles Wingate. Bechavod. Voilà, alors bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et effectivement, on va parler du capitaine. Je sais pas quel nom mettre. Comme vous voyez, j'ai marqué Ordre Charles Wingate. Il n'aimait pas, à ce qui paraît, d'après ce que j'ai lu, il n'aimait pas du tout ce nom de Ordre Charles Wingate. Parce que si vous comprenez, c'est un anglais. Charles, vous connaissez, c'est un nom anglais. Wingate, d'accord. Mais Horde, est-ce que vous connaissez ce nom anglais de Horde? Ben non, vous ne le connaissez pas parce que ce n'est pas un nom anglais. C'est un nom biblique. Dans le Tanakh, il nous est dit que les enfants de Binyamin, il y avait un fils qui s'appelait Béla, ou Bnei Béla, Horde Venaaman. Ard Venaaman, pardon. Ard Venaaman, dans la Torah, c'est Ard, pas Horde. Et Charles Wingate disait que son nom est un nom biblique. Ard, et pourquoi Horde? Mais tout le monde l'appelle Horde. Alors, on va essayer de présenter ce personnage hors du commun. Horde Charles Wingate, qu'en hébreu on appelait Hayadid, l'ami, de la même façon que le baron de Rothschild on appelait Hanadiv, le généraux donateur, et tout le monde savait de qui il s'agissait. Alors Hayadid, l'ami, le meilleur ami qu'a eu Am Israël dans les époques troubles des années 30, c'était ce capitaine anglais. On va essayer de découvrir ensemble qui il était. J'ai choisi justement cette période du Homer, qui est la période de la bravoure juive, avec des combats anciens comme la révolte de Bar Kokhba qu'on fait à Lag BaOmer, avec la guerre d'indépendance, avec la guerre des 6 jours. Donc c'est le mois de la bravoure et on doit beaucoup à ce capitaine anglais. On va essayer de le découvrir ensemble. Donc c'est de la bravoure d'un non-juif, mais qui a beaucoup fait pour que les juifs recouvrent leur bravoure ancienne. Alors, on va essayer de découvrir ce personnage. Je vous invite à me suivre. Alors, Charles Wingate, né dans une famille écossaise. Vous le voyez au centre sur la table, c'est lui. Une famille protestante, férue de Bible. Les parents font partie d'une association, d'une amicale, l'amicale et les frères de Plymouth. Donc, il a tété le Tanakh, la Bible, avec le biberon de sa maman. Il avait une prédilection spéciale pour l'Ancien Testament, pour la Bible juive, plus que pour les évangiles. Et il connaissait la Bible par cœur, cette Bible qui va l'accompagner pendant toute sa vie et qui va avoir une grande influence sur son destin. Alors voilà, j'ai mis sa photo de capitaine anglais à gauche, de colonel, lieutenant-colonel barbu. C'est déjà beaucoup plus rare de voir un Anglais porter la barbe et la moustache. C'est pas tout à fait l'image des officiers de Sa Majesté. Et en dessous, sa Bible qui ne le quitte jamais. Et il fait ses études. Il fait des études militaires. Il va gagner son galon de sous-lieutenant d'artillerie. Et il a un cousin de son père qui avait été un ancien gouverneur du Soudan qui lui dit, tu sais quoi? Essaye de tenir un poste de commandement au Soudan, parce qu'il s'ennuie un petit peu comme commandant d'artillerie en Angleterre dans les années 20. Ça bouge pas énormément. Et donc le cousin de son père lui dit, tu sais quoi? Apprends l'arabe, ça te servira. Va te promener au Soudan. Et quand tu seras là-bas, présente-toi et essaye d'obtenir un poste de commandant. C'est ce qu'il va faire. D'ailleurs, il est déjà un petit peu excentrique à l'époque. Hein. Vous pouvez voir comment il fait son voyage en 1927. Il commence à vélo, à travers la France, l'Allemagne, l'Italie, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, la Yougoslavie. Finalement, il prendra un bateau pour l'Égypte. Ah non, pardon, je me suis trompé. D'Allemagne, il est parti par la Tchécoslovaquie, l'Autriche, la Yougoslavie pour finir en Italie. Et de là, il embarque vers le Caire. Et du Caire, il va à Khartoum, au Soudan. Et là, effectivement, il va recevoir un commandement. Son rôle, c'est de guider, de diriger des patrouilles qui bloquent les frontières pour attraper les marchands d'esclaves ou les trafiquants d'ivoire. Et il va très vite développer ses propres techniques d'embuscade qui vont très, très bien réussir. Et il va même faire un petit peu d'archéologie. Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, beaucoup d'officiers anglais qui aiment un peu l'aventure vont découvrir les trésors perdus des civilisations perdues. Et lui cherche à retrouver une oasis, l'oasis de Zerzura,
qui est mentionné dans les textes anciens, comme quoi Cambyse, le roi perse, aurait perdu une armée là-bas. Il n'a pas retrouvé l'oasis et il rentre en Angleterre. Sur le chemin du retour, sur le bateau, il rencontre une jeune fille, Lorna Patterson, qui n'a que 16 ans. Elle rentre faire ses études à Londres. Il tombe amoureux. Il ne peut bien sûr pas se marier avec elle. Elle est trop jeune. Mais 2 ans plus tard, ils se marieront. Pardon. Wingate est de retour en Angleterre. Il s'ennuie ferme en Angleterre dans les bureaux. Et voilà qu'il obtient un poste en Palestine. La Palestine de 1936 est très agitée. Pardon, je m'excuse. Eretz Israël Palestine de 1936, on est en plein dans la grande révolte arabe qui va durer de 36 à 38, ce qu'on appelle en hébreu Meoraot, Tarzar, Tatzat, enfin 1936-38. Et c'est dirigé par les 2 personnages que vous voyez à droite, Azadim El-Qassam, qui est le commandant suprême des forces arabes. On se rappelle, on l'a oublié dans l'histoire, mais on se rappelle de lui par les Qassam qui nous tombent dessus à partir de Gaza et par les groupes terroristes qui portent son nom, Azadim El-Qassam, et le grand mufti de Jérusalem qui, lui, dirige la branche politique de ce mouvement révolutionnaire arabe. Et les Anglais ne savent pas comment gérer cette révolte. Les buts de la révolte sont officiellement de demander aux Anglais, d'imposer aux Anglais d'arrêter l'immigration juive en Israël, d'empêcher que les Juifs n'achètent des terrains en Israël et de former un gouvernement où les Juifs seraient absents et ce gouvernement local défendrait les intérêts arabes. J'ai pris le texte qui est devant vous, ceux qui le lisent, je l'ai pris de Wikipédia, mais j'ai dû un petit peu le changer parce que il était, disons, dans une optique assez anti-israélienne. J'ai dû un petit peu améliorer le texte de ce Wikipédia sur la révolte de 1936. Cette révolte de 1936 voit les voies ferrées détruites par des mines, les trains qui déraillent, les lignes à haute tension qui sautent, les convois, les villages juifs attaqués sur les routes. Et les Anglais sont très coincés, ils amènent énormément de force. Le chef, le Wauchope, le commissionnaire anglais, décide, demande à son patron au Caire de lui envoyer des renforts, et très vite, c'est un régiment, un 2e régiment, et finalement 12 régiments qui vont être dépêchés sur place en Israël. Mais les méthodes de l'armée anglaise ne sont pas tellement adaptées à ce qui se passe. La situation est très difficile. Ils mettent dans les villages les plus violents, ils mettent des petits contingents anglais sur place, et alors ça calme le village. Mais ils n'arrivent pas d'abord à casser la grève des Arabes et ensuite à ramener la paix dans le pays. C'est dans cette ambiance-là que, en septembre 1936, Wingate arrive en Israël comme officier du renseignement. Alors, il arrive comme officier du renseignement et tout d'abord, il est rattaché à la 5e division qui a son quartier général à Haïfa. Pourquoi Haïfa? Haïfa, je le rappelle, c'est le grand port, donc c'est vital pour les Anglais, tout leur approvisionnement arrive par le port de Haïfa, et ils ont voulu faire de Haïfa la capitale industrielle de leur empire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, malheureusement, les habitants de Haïfa doivent souffrir des hauts fourneaux, des aciéries, des raffineries de pétrole. Tout ça, les Anglais l'ont mis en voulant transformer Haïfa en grand centre industriel. Et Wingate fait venir sa femme, et très vite, il se lie d'amitié avec les dirigeants juifs sionistes. Lui est sioniste parce qu'il aime le Tanakh et qu'il pense que les Juifs sont en train d'accomplir les prophéties du retour d'Israël. Et lui se voit faisant partie ou même dirigeant l'armée juive qui va ramener le peuple juif sur sa terre. Alors il va demander au commandant du renseignement militaire anglais de lui ménager un entretien avec Mano Wilensky, que vous voyez en bas à gauche, qui était le chef du Shai. Le Shai, c'est le Sherut Yediot, c'est le service d'enseignement de la Haganah. Dans un premier temps, il ne comprend pas très bien ce que cet Anglais lui veut. C'est un Anglais qui est officier du renseignement. C'est un Anglais qui parle parfaitement l'arabe. Donc, apparemment, il a toutes les raisons d'être pro-arabe. Et qu'est-ce qu'il nous veut? Il commence à poser des questions sur les Juifs en Israël, sur nos forces armées. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Mais très vite, on se rend compte que c'est un ami.
et il va rencontrer toutes les personnalités influentes de Haïfa et de la région. David Cohen, qui dirige Solel Bonnet, mais qui a aussi un poste important dans la Haganah. Yechiel Weizmann, qui est le frère de Chaim Weizmann, le futur président. Avraham Akavia et encore d'autres. Et il commence à prendre des contacts avec la Haganah. Alors, il va vouloir étudier la situation sur le terrain. C'est très différent de ce que les Anglais faisaient. Au lieu d'être dans son bureau, il demande une permission et se promène dans les villages arabes où il dort, là-bas d'ailleurs, dans les villages ou dans les kibbutzim. Il étudie d'abord la situation sur le terrain pour comprendre les forces en présence. Et là, vous voyez la photo de Haïfa avec les raffineries de pétrole. Et avec ce que vous voyez à droite, c'est l'oléoduc, le pipeline qui amène le pétrole d'Irak au port de Haïfa, et de là, il va vers l'Angleterre. Donc ça, c'est l'importance stratégique de Haïfa pour les Anglais. Et Ord Wingate va demander à laisser passer des autorités juives pour aller visiter les forces juives dans les kibbutzim de Galilée. Alors, le kibbutz le plus isolé, c'est le kibbutz de Hanita sur la frontière libanaise. Et un jour, arrive une voiture. Regardons le film. בחניתה הייתה הוראה שאסור לבוא לחניתה. צריכים היה לקבל אישור בירושלים, ואחר כך להתקשר לנהריה, ומנהריה היו מודיעים לחניתה. היה קשר בין נהריה וחניתה על ידי דקלים, וככה אז היה יוצא אותו משוריין, מה זה משוריין? פלטות של ברזל. Je vais raconter un peu le film pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Donc, un jour arrive une voiture vers Hanita, mais les gens de Hanita sont très surpris parce que à Hanita, qui est très isolé et doit se défendre, on ne peut pas arriver sans être invité à Hanita. On risque de se faire de tirer dessus par les défenseurs. Donc, il faut prévenir Jérusalem, l'agence juive, qu'on va à Hanita. L'agence juive donne un coup de téléphone à Naharia. De Naharia, vous avez vu les signaux qui se font par drapeau et annonce à Hanita que quelqu'un arrive, et alors on peut arriver à Hanita. Or là, il y a une voiture qui arrive, une voiture de luxe, une voiture de sport, de luxe, qui arrive sans avoir été annoncée. On descend un officier anglais qui se présente et qui amène une lettre de David Cohen, des chefs du mouvement sioniste, en disant coopérer avec ce gars-là, il est des nôtres, il est de notre côté. Et alors, le soir même, Wingate demande aux représentants de la Haganah, au chef de la Haganah de Hanita, OK, organise un peloton, on va faire une sortie cette nuit. C'est quoi ça? On ne sort pas du kibbutz la nuit, c'est super dangereux, on va y mourir. Et on est sur les clôtures du kibbutz, et on embuscade, et puis on attend l'ennemi qui va arriver. Et Wingate, non, on va aller voir ce qui se passe en dehors, et finalement, il y a 7 braves soldats de Hanita qui se dévouent pour sortir avec Wingate, ils sont morts de trouille, mais ils font une patrouille en dehors du kibbutz, et Wingate leur dit, si on veut frapper l'ennemi, c'est pas en attendant chez soi, il faut aller le chercher là où il est. C'est les débuts de l'enseignement de Wingate à la Haganah. Alors, il y a aussi un autre petit extrait que je vais peut-être vous faire écouter. אני כעת מסתכל פה, אני רואה את חיל הרגלים שלנו, שהולך עם כבודה כל כך גדולה, 30-40 קילו על הגב. והם לא יכולים לזוז. אנחנו הלכנו, היה לנו רובה בריטי, 2 בנדרולות, מימייה, וזה היה, והיינו הולכים, והיינו עושים 40... Donc, vous avez vu l'image que vous voyez, c'est une troupe juive entraînée par des Anglais, par Ord Wingate, ça va être un peu plus tard, et celui qui parle nous raconte que quand on voit aujourd'hui les soldats de Tsahal qui sont surchargés d'équipements avec 30 kilos sur le dos et qui peuvent à peine bouger, il dit c'est pas comme ça que Ord Wingate nous avait entraînés à aller très léger, un fusil, deux cartouchières, une gourde d'eau, et comme ça on marchait 40 km, on était léger et rapide. Aujourd'hui, en étant surchargé, on ne peut plus bouger.
Alors ça, c'était les leçons de Wingate, d'aller léger, d'être très rapide, se déplacer rapidement et d'aller porter le combat chez l'ennemi. Maintenant, à l'époque, le gros problème face auquel sont confrontés les Anglais, c'est la protection du fameux pipeline. Je vous expliquais qu'il y a ce pipeline qui amène le pétrole d'Irak, vous voyez, Kirkouk à droite en Irak, jusqu'au port de Haïfa. Et ce pipeline, quelle belle cible pour les irréguliers arabes. Comprenez que un paysan d'un des villages sur le tracé du pipeline, de Kaukab El Awa ou un autre, tout ce qu'il a besoin, c'est de prendre une pioche, donner un bon coup sur le tuyau et percer le tuyau. Le tuyau n'est pas enfoncé très profondément. Et après, il suffit de jeter une allumette ou de tirer une balle et vous avez une super colonne de feu et de fumée qui monte. Vous voyez à gauche de quoi ça a l'air. Ça force les Anglais à fermer l'approvisionnement en pétrole. Il faut bloquer l'écoulement du pétrole jusqu'à que le tuyau soit réparé. Et surtout, ça annonce de façon très visible aux voisins, regardez ce qu'on a fait, on est géniaux, on a réussi à frapper la puissance anglaise, on démolit leur potentiel militaire. Je rappelle que ce pétrole est destiné avant tout à la flotte de guerre anglaise. La flotte de guerre anglaise, c'est la plus grande machine de guerre du monde à l'époque. L'Angleterre est un empire qui s'étend sur 5 continents. 25% de la surface du globe sont aux mains de l'Angleterre. Et bloquer l'approvisionnement en carburant de la marine anglaise, c'est paralyser l'armée anglaise. Et tout ça, c'est avec un paysan d'un village arabe qui a donné un coup de pioche dans le tuyau. Alors, les Anglais sont démunis face à ça parce que, comme dit le commandant anglais, on ne peut pas mettre un soldat sur chaque mètre du tuyau. À quoi Wingate va répondre, mais j'ai une idée, on ne va pas mettre un gardien sur chaque mètre du tuyau, on va aller chercher les Arabes dans les villages d'où ils mènent leurs attaques et les attraper chez eux. Mais pour ça, il me faut des soldats. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les Anglais sont à court de main-d'œuvre, ils ne sont pas assez nombreux pour maîtriser les événements et ils manquent énormément de budget. Et Wingate imagine une solution. On va engager des Juifs. Alors d'abord, c'est une main-d'œuvre qu'on n'a pas, ça nous évite des soldats anglais. On va faire des nouvelles forces qui sont composées d'un tiers d'anglais, 2 tiers de juifs. Donc on a besoin qu'un tiers du peloton de soldats anglais. Deuxièmement, comme on va entraîner les juifs et les habituer au combat, on va demander à l'agence juive de payer. Donc c'est l'agence juive qui va payer le budget de cette force. Très peu de soldats anglais et on va faire le boulot et il va réussir très très bien. Alors, Wingate, voilà, à droite, vous voyez le tuyau qui n'est pas très profondément enfoui. À gauche, vous voyez le tuyau qui a sauté. Et Wingate va donc maintenant créer ce qu'il va appeler Special Night Squads, les pelotons spéciaux de la nuit. Et il les met dans des kibbutzim. Comme ça, ils seront nourris par le kibbutz. L'agence juive devra payer pour leur équipement. Et il met son poste de commandement au kibbutz de En Harod. Pourquoi En Harod? En Harod, c'est dans la vallée de Israël, donc c'est en plein sur le terrain où passe le pipeline. Donc c'est vraiment, il est au cœur de la zone à défendre. Il a plusieurs kibbutzim, notamment En Harod et Tirat Tzvi, qui peuvent lui fournir ses contingents de soldats. Mais surtout, je vous rappelle, Wingate est féru de Bible. Et il se voit le nouveau Gideon. Gideon, Gédéon, le prophète de la Bible, le shopheth, le juge, qui a défait les Midianites. Et vous vous rappelez comment il a fait? C'était par la ruse. Il avait pris 10 000 soldats. Dieu lui a dit, non, c'est trop nombreux. Si vous allez à 10 000, vous allez croire que c'est par votre valeur militaire que vous avez vaincu Midian. Je veux que vous compreniez que c'est par mon aide à moi. Alors, il doit réduire son contingent à 1000. Et Dieu dit, c'est encore trop. Emmène-les à la source de Harod, à côté du kibbutz En Harod. Vous voyez la source Maayan En Harod qui est sur votre gauche. Maayan Harod, aujourd'hui c'est un parc national, je vous invite à venir le découvrir. Et à Maayan Harod, il leur fait un test, il leur demande de boire de l'eau de la source. Et ceux qui s'allongent et boivent comme des chiens ou ceux qui se amènent l'eau vers la bouche, comme ça sont sélectionnés ceux qui partiront au combat et ceux qui seront disqualifiés. Et avec 300 soldats, il part au combat. Ces 300 soldats, il leur donne à chacun un chauffard, une cruche
et un flambeau. Et il leur dit quelque chose qui est resté en Israël très important, parce que quand vous allez au cours d'officier de Tzahal, Bahad Echad, l'école d'officiers, c'est marqué en lettres énormes sur la cour de toutes les cérémonies, Mimeni tiru vekar ta'asu. Regardez ce que je fais et faites la même chose, copiez-moi. Alors, c'était les paroles de Gidon, ça va être la façon d'opérer de Wingate. Et qu'est-ce que dit Gidon? Il dit, quand vous verrez que je sonne du chauffard, vous sonnez du chauffard, vous cassez les cruches et vous brandissez les flambeaux. Et ça fait un tel désarroi dans l'armée de Midian qu'ils se sont entretués les uns les autres et ils se sont enfuis. Donc, pour Wingate, Gidon, c'est l'exemple. C'est une petite force qui met en déroute une force énorme, beaucoup plus grande qu'elle, par la ruse, par le combat non conventionnel. Et c'est ça que Wingate veut faire. Alors, il faut comprendre qu'à l'époque, ça va à l'encontre de toutes les règles de la guerre chez les Anglais. Je m'excuse. Non, alors je reviens en arrière, je le dirais comme ça. Les Anglais ont deux règles principales. On ne se bat pas en petite unité et on ne se bat pas la nuit. Apparemment, les Anglais savent mater une révolte. Ils dominent 25% de la surface du globe, mais l'Angleterre, c'est très petit. En fait, ils ont des territoires énormes en Inde, en Birmanie, en Australie, en Afrique, au Canada, un peu partout dans le monde. Il y a eu des révoltes contre les Anglais tout le temps. Ils savent les mater. Mais alors, eux se servent de leur force à eux. La logique de l'armée anglaise est qu'un chef local connaîtra toujours mieux le terrain que l'occupant anglais, coordonne mieux les cachettes, peut se faire aider par les locaux. Donc, l'avantage de l'armée anglaise, c'est sa puissance de feu. Il faut forcer l'ennemi à sortir, à se mesurer en terrain ouvert contre l'armée anglaise. Et là, l'armée anglaise est tellement puissante qu'elle écrasera les rebelles. Et quand les rebelles ne sortent pas, alors les Anglais rentrent dans les villages, ils brûlent un ou deux villages pour forcer les rebelles à attaquer, et alors ils les détruisent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pour la même raison, pas d'attaque la nuit, puisque les rebelles connaissent beaucoup mieux le terrain. Les Anglais, de par leur nombre, risquent de se tirer dessus les uns les autres. Donc, ils utilisent leur force et leur nombre de grand jour. Wingate dit, on va faire juste le contraire. On va aller en toute petite escouade et on va aller la nuit. Et on va faire ce qu'a fait Gidon. Donc, pour lui, il se dit, le Tanakh ne le quitte pas, mais c'est pas seulement un livre religieux, c'est pas seulement le livre sioniste qui dit que les Juifs reviendront en Israël, c'est aussi son livre de stratégie. D'ailleurs, quand il se promène avec Lorna, sa femme, en Galilée, il s'arrête, il monte le mont Tabor, et puis il dit, ah, ça c'est marqué dans la Bible, regarde, histoire que c'est pas ici. Ah, ça c'est le Nachal Kishon, regarde, c'est marqué ici. Et en fait, ces soldats diront qu'il partait pas avec une boussole et une carte, mais il prenait sa Bible. Sa Bible, c'était son GPS, c'était sa carte pour se retrouver sur le terrain. Il se sent vraiment investi d'une mission divine de guider les forces juives à la conquête de leur pays. Alors, il va au magasin d'armement et puis il demande, voilà, j'ai besoin de 50 fusils, puisque la première force qu'il va créer comptera 50 soldats, 35 juifs et 15 anglais. Et alors, il a besoin de 50 fusils. Il a besoin de 50 chapeaux australiens. Pourquoi un chapeau australien? Pour qu'ils aient un sentiment d'être une unité d'élite, de la même façon que les parachutistes vont avec un béret rouge ou d'autres forces avec un autre béret pour montrer, ou un insigne spécial pour montrer on est une force spéciale, alors le chapeau australien. Bon, la Bible, c'est pour lui dans la poche, mais il va demander au magasin d'équipement de l'armée anglaise, il veut aussi 50 chauffards. Alors là, les gars, ils comprennent plus très bien de quoi il s'agit. C'est quoi ces 50 chauffards? C'est pas ce que les Anglais ont dans leur magasin d'équipement militaire d'habitude, mais parce que lui se voit comme le nouveau Gidon. Donc, si Gidon s'est battu avec des chauffarottes, il va se battre avec des chauffarottes. D'ailleurs, ces escadrons de nuit, la SNS, Special Night Squads, se traduit en hébreu souvent par Plugot Alayla HaMiyuchadot. C'est une traduction erronée. Il ne s'agit pas de Plugot Laila HaMiyuchadot, parce que Pluga, dans l'armée israélienne, c'est une unité qui compte environ 90 soldats. Or, les Palgotes d'Ord Wingate comptent 30 soldats. C'est beaucoup plus petit qu'une Pluga, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un Tsevet. Mais pourquoi avoir choisi le nom de Palgot à Laila? Ça vient de nouveau du cantique de Déborah, qui se passe aussi dans la même région,
où là-bas il est question de les flagot Reuven Gedolim Chikrelem. Alors flagot, c'est une unité militaire biblique, donc c'est le nom que Ord Wingate va choisir pour ces unités. En anglais SNS, en hébreu Palgot Alayla Hamiyuchadot. Et ce qui est le plus incroyable quand j'ai préparé cette conférence, c'est que Wingate, qui connaît tellement bien le Tanakh, et qui dit « Je suis le nouveau Gidon », et les Juifs qui sont les descendants de Gidon seront les soldats de Gidon, seront mes soldats qui vont amener la victoire. Les Juifs, eux, connaissent beaucoup moins la Bible et ne comprennent pas tout à fait ce que Wingate leur demande. Regarde cet extrait, il est en hébreu, je vous le traduirai tout de suite après. C'est pas très long, c'est 1 minute. ואמר וואלה זה רעיון שאנחנו נעבור בכפרים לאורך צינור הנפט עם שופרות ונתקע תקיעה גדולה. זה יהיה הפגנת נוכחות. איפה הוא לקח את זה, מכיבוש יריחו? וואלה, הוא לקח את זה מכפר יחזקאל, שם היו שופרות. אני יודע מאיפה הוא לקח את זה. כפר יחזקאל הם עשו 2 שופרות. Je sais pas, pour ceux qui n'ont pas compris de ce que disait cet ancien soldat des SNS, il raconte que Wingate a dit on va prendre des chauffarotes, on va sonner du chauffard et comme ça fera de présence, ça fera peur aux Arabes. Et alors le journaliste lui demande mais d'où il a eu cette idée, est-ce qu'il a eu de Yericho? Bon, ça prouve qu'il connaît un peu le Tanakh, il se rappelle qu'il y a eu le chauffard Yericho, il connaît pas Gidon. Mais le soldat dit moi j'en sais rien d'où il le savait, moi j'en sais rien. Les chauffards, d'où est-ce qu'il a sorti ça? Il a sorti ça de Kfar Yechezkel, le village à côté où il y avait des chauffarots. C'est-à-dire qu'il n'a aucune idée de cette volonté de Wingate d'être le nouveau Gidon et que Gidon avait utilisé le chauffard. Ça, c'était quelque chose que l'ami Hayadid Wingate savait, mais malheureusement, ce combattant du kibbutz ne connaissait pas. Alors, vous voyez la photo du campement que Wingate installe à côté du kibbutz de Ein Harod et les tentes anglaises. Bien sûr, il faut des insignes. Alors, il y a le SNS. En hébreu, dans un premier temps, ça s'appelait Plugot Haesh, les troupes de feu. Après, ce sera Palgot Alayla. À droite, SNS avec le lion de Juda. Et en hébreu, Palam. Palgot Laila Meyuchadot. Alors, à gauche, vous voyez les soldats juifs qui partent à l'instruction, qui font une marche. Vous voyez les soldats anglais qui les encadrent. Faites attention qu'il y a des soldats juifs qui ont une espèce de tchapka, un streimel sur la tête. Ça, c'est la noteret. C'était une force, c'était des auxiliaires de police anglais, des juifs qui avaient été entraînés dans la police anglaise comme auxiliaires de police. On appelait ça les notrim, les gardiens. Et eux aussi ont fait partie de ces Palgot Laila Miyuchadot. À droite, vous voyez un dessin, un croquis qu'a fait un des soldats qui raconte la même chose. Et vous voyez qu'il est marqué comme légende sur le dessin, en route to the pipeline. Parce qu'en fait, la mission, c'est de protéger ce pipeline anglais, mais pas en étant sur chaque mètre du pipeline un soldat, mais en faisant du renseignement, en écoutant ce qui se passe dans les villages, en comprenant de quel village va sortir la prochaine attaque, et en allant attaquer le village en prenant l'initiative. Donc ça, c'est l'initiative de Wingate de sortir du kibbutz et d'aller chercher l'ennemi dans ces villages. Les kibbutzim ont beaucoup de contacts avec les Arabes, donc ils ont des informateurs, ils savent ce qui se passe. D'ailleurs, c'est très intéressant. Wingate parle avec les commandants locaux, les commandants juifs de son unité en arabe. Je dis que Wingate avait appris l'arabe. Les Juifs à l'époque qui sont en contact des Arabes dans de la vallée d'Israël parlent aussi l'arabe. L'hébreu de Wingate est plus qu'approximatif et en fait, quand ils veulent communiquer, ils utilisent l'arabe. Il y a des soldats qui raconteront que des fois, Wingate voulait à tout prix donner ses ordres en hébreu. Malheureusement, son hébreu était tellement catastrophique que des fois, ces soldats ne comprenaient pas. Et quand ils ne comprenaient pas, ils se prenaient des baffes. C'est-à-dire que Wingate était des fois un peu, il pouvait être violent et frapper un soldat qui n'obéissait pas aux ordres. C'était pas un officier de Sa Majesté tout à fait conventionnel. Une image, un campement, vous voyez, nouveau Wingate qui est affalé, là, c'est lui qui est allongé au milieu en première ligne devant ses soldats. C'est pas les photos classiques qu'on a des officiers anglais qui gardent leur distance de leurs soldats, qui sont toujours très, très raides avec leurs sticks, avec leurs bâtons.
Non, Wingate, c'est quelqu'un qui est très, très proche de ces hommes. Et dans les anecdotes, j'en ai choisi deux. Une, c'est un jour, Wingate qui rentre dans un kibbutz et il a sauté par-dessus la clôture et il tombe nez à nez avec une chomérette, une fille qui monte la garde dans le kibbutz. Elle voit ce personnage dans le kibbutz, elle le met en joue, elle lui dit « Qui es-tu, d'où tu sors ?» Et Wingate lui dit « Je viens de passer par-dessus la clôture, mais je suis un ami. » À quoi la jeune kibbutznik répond « Tu reprends le même chemin, tu repars par la clôture, tu frappes à la porte et je viens de t'ouvrir. Autrement, je te tire dessus. » Alors ça, c'était une anecdote d'une rencontre qui a fait mal se finir dans un kibbutz. Je rappelle que c'est comme ça, plus ou moins, qu'a fini David Marcus, le premier général de l'armée juive en 1948, amené des États-Unis par Ben Gurion et qui était abattu par une sentinelle dans les montagnes de Jérusalem. La deuxième histoire, c'est qu'un jour, Ord Wingate voit des soldats qui s'organisent dans le kibbutz pour aller attaquer un village. Et Ord Wingate demande, mais d'où vous savez que, on a notre informateur, un tel du village, qui nous a dit qu'il se prépare quelque chose. Il fait venir un tel du village. Après quelques baffes, l'arabe avoue que c'est un traquenard dans lequel il voulait attirer les membres du kibbutz. Et Wingate leur dit, ne soyez pas idiots, quoi. C'est un informateur, vérifiez, soupçonnez-le, n'allez pas tête baissée tomber dans le traquenard qu'il vous a tendu. Wingate est très ami avec Chaim Sturman, qui est un des premiers membres du Hashomer, l'organisation de garde qui a encore précédé la Haganah, et qui habite Ein Harod. Chaim Sturman va tomber dans une embuscade avec deux autres membres de la Haganah. Leur voiture va rouler sur une mine et va sauter. Et à droite, vous voyez l'enterrement de Chaim Sturman. Vous voyez Ord Wingate qui est au milieu avec son uniforme anglais. Et à sa gauche, Moshe Chertok, le ministre des Affaires étrangères de l'agence juive. Et à gauche, vous voyez le portrait de Chaim Sturman. Et en dessous, une carte que Wingate a écrite et ajoutée à la couronne de fleurs qui a été déposée sur la tombe de Chaim Sturman, où il écrit « In honor of a great Jew », en honneur d'un grand juif, est un grand ami, un grand ami des Arabes, pardon, parce que Chaim Sturman ne cherchait pas du mal aux Arabes, il voulait défendre le kibbutz, qui a été un grand ami des Arabes qui l'ont assassiné de la part du capitaine Ord Charles Gringuez et de toute l'équipe du SNS. Donc, il a beaucoup de contacts, j'ai dit, avec toute le gratin de l'agence juive. Moshe Chertok, c'est un des gens les plus importants de la politique israélienne de l'époque, et avec tout l'establishment militaire, sécuritaire de l'époque. En passant une autre anecdote, ça j'ai trouvé ça dans le journal de Shabbat il y a 2 jours, et ça m'a fait tilt par rapport à une autre histoire qui s'est passée avec Ord Wingate. Il y a dans le journal Israël Hayom, chaque fois il y a 2 pages où on nous raconte des choses qui sont passées cette semaine il y a 70 ans. Et là on nous raconte l'histoire des années 50 où il y avait un problème avec les bouteilles de verre. Il a fallu monter la consigne des bouteilles de verre parce qu'on manquait de bouteilles de verre. Pourquoi on a manqué de bouteilles de verre? Et l'article nous dit, un article des années 50, donc je rappelle, c'est l'époque du Tséna, c'est l'époque d'austérité, j'avais fait une conférence sur le sujet. Et donc, quand il y avait les Anglais en Israël, les Anglais importaient environ 14 millions de bouteilles de bière par an en Israël. Donc, il y avait 14 millions de bouteilles en verre qui arrivent en Israël. Et après, il y avait bien sûr une consigne et elles étaient récupérées, re-remplies pour mettre du mitz tapouzim, du jus d'orange ou autre chose dedans. Mais une fois que les Anglais sont plus là, on a un manque de 14 millions de bouteilles qui n'arrivent plus chaque année. Et comme les fabricants de boissons demandent à l'État d'importer des bouteilles de verre, on n'a plus de devises dans les caisses, et donc l'État ne peut pas importer de bouteilles de verre, et donc les fabricants supplient l'État de monter la consigne, et l'État augmente énormément la consigne sur les bouteilles pour avoir des bouteilles pour les boissons. Pourquoi, quand j'ai vu cet article, ça m'a fait tilt, parce que on a aussi
il y a une attaque de Ord Wingate, de ces Palgot Alayla, qui a très mal tourné. Il y a eu 2 tués, un Anglais et un Juif. C'était la seule fois qu'une attaque des SNS s'est soldée par des tués dans nos forces. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des soldats anglais étaient arrivés ivres. C'était aussi un problème. L'ivresse, bien sûr, c'était pas sous le commandement direct de Wingate, il n'était pas là cette nuit-là. Il faut comprendre que ça a commencé par une escouade de SNS de 50 soldats, ça arrivait jusqu'à 3 escouades. Bien sûr, il y avait d'autres commandants qui ont géré les autres, et un commandant qui est parti avec des hommes en état d'ivresse, et ça a mal fini, et il y a eu 2 tués dans l'attaque. Voilà, là vous avez le résumé que il y a eu jusqu'à 150 soldats dans ces unités de nuit de Wingate. Dans chaque unité, il y a un officier qui est bien sûr un lieutenant britannique, et il y a un sous-officier britannique responsable des 15 soldats anglais, un sous-officier juif responsable des 30 soldats juifs. Et il faut comprendre une chose, c'est que ces SNS n'ont duré en fait que quelques mois. Ils ont commencé à opérer en août 38, et déjà l'été 39, début de l'été 39, ils ont été disloqués, ils ont été abandonnés, et les Anglais ont arrêté. Pourquoi? Une des raisons, c'est leur réussite. Il faut comprendre une chose, je dis qu'au départ, les Anglais avaient besoin de ces soldats parce qu'il manquait de main-d'œuvre. Ensuite, les idées de Wingate étaient révolutionnaires. L'armée anglaise n'arrivait pas à se mesurer avec ces tactiques d'aller en grand nombre et en attaque de jour. Wingate, qui arrive en petit nombre de nuit et qui surprend les Arabes dans leur village, réussit à arrêter les attentats contre le tuyau de pétrole. Et comme c'est surtout la raison d'être numéro 1 de ces unités, c'est de défendre le pipeline, ben, il demande finalement à la compagnie irakienne, de pétrole irakienne, bien sûr anglaise d'Irak, de payer les frais, les soldes des soldats, l'équipement, etc. Et un an après, ils ont tellement bien réussi, il n'y a pratiquement plus d'attentats contre le pipeline. Et donc, la compagnie de pétrole dit, ben alors pourquoi continuer à payer des soldes à des soldats si on n'en a pas besoin? Et une fois qu'il n'y a plus de fonds pour faire fonctionner cette unité, les Anglais décident de la fin des SNS. Il faut comprendre encore une chose, c'est qu'à ce moment-là, au début de l'été 39, Ord Wingate n'est plus en Israël. Il est fallacieusement rappelé à Londres pour consultation. Une fois qu'il arrive à Londres, on lui signifie sa démission des unités des SNS. Il est trop sioniste, donc il n'est plus du tout crédible pour l'armée anglaise. Sur son passeport, ils ont tamponné une grande mention interdit de séjour en Palestine, et Wingate ne peut plus qu'espérer de loin retourner en Palestine, mais lui, il est coincé à Londres et il s'ennuie ferme. Pas très longtemps, parce qu'on est en 1939. Voilà, alors encore une petite image pour expliquer ce qu'a fait Wingate, quelque chose qui aujourd'hui est absolument évident. Toutes les armées du monde se battent avec des battle dress, des tenues de combat qui sont des tenues plus ou moins de camouflage pour que le soldat habillé de vert olive, vert brun, soit plus ou moins, se fonde dans l'environnement. Aujourd'hui, on a même des unités entièrement camouflées. Vous voyez à droite un soldat qui est à peine discernable dans la forêt, alors que jusqu'au XXe siècle, non, l'armée, ça se fait sabre au clair, la charge. Les soldats ont des tenues rouges, bleues, il faut les voir de loin. On s'empoigne, on s'égorge, mais il faut faire ça face à face. Se cacher, ramper vers l'ennemi, c'est pas les façons officielles d'une armée classique, et c'est pour ça que Wingate est très déconsidéré par ses pairs, parce que les soldats anglais qui veulent s'illustrer, ils s'illustreront au combat quand ils ont mené 5000 hommes au combat. S'il y en a 4000 qui sont tués dans la bagarre, c'est pas grave, mais eux reviendront décorés et reviendront en héros. Et ce que fait Wingate, qui aujourd'hui l'apanage de toutes les armées du monde, mais ça, à l'époque c'est très très moderne, c'est au contraire de venir se fondre dans la nature, surprendre, attaquer et se replier. Et pas faire des grandes batailles où tout le monde s'entretue et laisser après 10 000 soldats sur le terrain comme sur les charniers de la Grande Guerre. Alors, 1939, il s'ennuie ferme en Angleterre, mais commence la Seconde Guerre mondiale et l'armée anglaise l'envoie
au Soudan. Pas vraiment au Soudan. En fait, son but, c'est d'aider à remettre Haïlé Sélassié sur son trône, c'est-à-dire de reconquérir l'Abyssinie, donc l'Éthiopie, et d'aider le Haïlé Sélassié à reconquérir son trône. Et il arrive là-bas et il mène les opérations. Alors, vous avez à gauche une carte où vous voyez que du nord et du sud, du Kenya et d'Érythrée, arrivent des armées anglaises classiques, conventionnelles, mais de l'ouest arrive une armée du Soudan qui est équipée, entraînée par Wingate avec ses méthodes à lui et qui aura une grande influence dans le fait de chasser les Italiens de l'Abyssinie, de l'Éthiopie, et de rendre la couronne à Haïlé Sélassié. Et vous voyez à droite la photo, vous voyez Wingate avec Haïlé Sélassié en Abyssinie. Là, vous le voyez rentrer triomphant à Addis Abeba en 41. OK, la guerre est finie en Éthiopie. L'Éthiopie, les Italiens ont été chassés. Les Anglais sont de retour. Qu'est-ce qu'il peut chercher comme nouvelle assignation? Et voilà qu'on l'appelle pour aller se battre en Extrême-Orient. En 42, Wawel, qui est le chef de l'armée des Indes, chef anglais de l'armée des Indes, avait été en Israël le commandant de l'armée anglaise en Palestine, qui avait permis à Wingate de commencer à mettre en place son plan. Il avait été après remplacé par un autre général, mais c'est Wawel qui avait permis, qui avait au début été contacté par Wingate. Et donc, il dit, ça peut être l'homme de la situation pour m'aider en Birmanie. Et de nouveau, en Birmanie, où l'armée anglaise est en mauvaise posture, Wingate va de nouveau arriver avec des idées un peu bizarres. Alors, vous pouvez regarder en dessous, vous voyez les avis des généraux. Le général de gauche qui dit que, en bas, je lis, Wingate est un gars pas normal et il ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et à droite, un autre général qui lui dit, nous sommes tombés sous son charme et on allait avec lui. Ça, c'était Howard Wingate. Donc, il ne laissait personne indifférent. On était ou farouchement anti-Wingate ou farouchement pro-Wingate. En tout cas, il ne laisse personne indifférent. Alors, il monte une opération de pénétration profonde, de nouveau quelque chose de pas classique. En général, il y a un front et les armées s'affrontent des deux côtés du front. Et Howard Wingate dit, on va faire une pénétration en profondeur. D'abord, il a créé une unité qu'il appelait Shendit, qui va traverser la jungle avec des mulets, des éléphants et tout leur matériel. Et finalement, après, ils vont être ravitaillés par avion, mais vraiment très, très loin du front, en arrière des lignes japonaises. Et si vous vous rappelez, j'avais parlé qu'à Haïfa, il avait rencontré quelqu'un qui s'appelait Avraham Akavia, qui avait été son second et qui était avec lui dans la guerre en Érythrée en Abyssinie au début de la Seconde Guerre mondiale. Et quand il part en Birmanie, Abraham Akavia lui écrit une lettre qu'il voudrait le rejoindre. Est-ce qu'il peut lui trouver un poste? Wingate ne peut pas trouver de poste pour Abraham Akavia pour la raison que, en fait, en Birmanie, les Anglais sont pour, mais pas assez. Et en fait, il est surtout sous le commandement américain. Tous les avions qui vont servir à ces opérations de longue distance vont être donnés par les Américains. Donc, en fait, son unité est sous commandement américain. Il dit, je ne peux pas convaincre les Américains de t'engager. Et à gauche, il y a la lettre que Wingate envoie à Abraham Akavia. Vous pouvez lire, My dear Akavia, I've got a new job. Alors, il a un nouveau job, mais il ne peut pas venir. Mais si vous regardez ce qui est souligné en rouge, il écrit dans sa lettre, Imeshkacher Yerushalayim Tishkach Yemini. Ça, c'est Wingate. Le Tanakh est toujours avec, même quand il est dans les jungles de Birmanie, il est avec le Tanakh et il écrit avec Abraham Akavia qu'il ne peut pas le faire venir, mais qu'il espère le revoir à Jérusalem. Alors, vous voyez à droite ces convois qui traversent la jungle de Birmanie pour contourner les troupes japonaises. Vous voyez à gauche ces troupes avant de monter dans les planeurs qui vont les amener. Wingate continue ses opérations non conventionnelles sur les arrières des Japonais. Et un jour où il va d'une unité à l'autre, vous voyez son avion à gauche, c'est un petit avion qui lui permet d'aller d'un commandant à l'autre, de voir sur le terrain ce qui se passe. En revenant au quartier général, son avion disparaît. Le lendemain, on retrouvera les débris de l'avion qui s'est écrasé dans la jungle. Alors,
voyez dans le journal Wingate die in plane crash, que Wingate est mort dans un accident d'avion. Bien sûr, les gens de Ein Harod, jusqu'à leur mort, seront convaincus que c'était les Anglais ont voulu se débarrasser de lui et que l'accident a été provoqué. Certains témoignages disent que le pilote a dit à l'adjoint de Wingate que l'avion doit être révisé avant de prendre l'air, mais Wingate aurait répondu qu'il n'y a pas le temps, il est très pressé et il faut décoller quand même. En tout cas, son avion s'écrase et il disparaît dans la jungle. Pardon. Le lendemain, les Américains vont récupérer les corps et ils seront d'abord enterrés en Inde. Plus tard, ils vont être transférés à Arlington, aux États-Unis. Pourquoi Arlington, aux États-Unis? Je dis que l'opération était une opération américaine, l'avion était américain, donc la plupart des victimes, les 9 victimes dans l'avion étaient américains, sauf Wingate. Comme les corps étaient assez disloqués, ils n'ont pas eu de sépulture individuelle. Vous voyez qu'il y a une tombe commune avec tous les noms. Arlington, et donc ils ont été enterrés là où venait la majorité des soldats, donc c'était aux États-Unis, et c'est pour ça que Wingate repose à Arlington aux États-Unis. Moshe Dayan, qui a fait partie des SNS comme beaucoup d'autres futurs chefs de la Haganah et de Tzahal, aura ce mot: il nous a appris tout ce que nous savons. Donc, c'est là que l'importance de Wingate, c'est que toutes les doctrines de Tzahal, d'innover, de chercher les idées ne manquent pas. J'ai déjà donné quelques conférences l'année dernière sur Yom Yerushalayim, sur la guerre des 6 jours, il n'y a pas longtemps sur le début de l'armée de l'air. Ce fait de chercher des réponses non conventionnelles avec des unités inférieures en nombre, mais avec des idées technologiques ou des idées bizarres, contourner l'ennemi ou le surprendre, c'est en fait les doctrines de Wingate qui sont devenues aujourd'hui les doctrines de toutes les armées du monde, surtout des commandos, et encore plus les commandos de l'armée d'Israël. Donc, Moshe Dayan, tout ce que nous savons, c'est lui qui nous l'a enseigné. Et aujourd'hui, quand on parle des Shayetet Shlosh Esrei, les commandos de marine, ou de Sheshesh Tesha, ou de Sayeret Matkal, en fait, toutes ces unités de commando de l'armée israélienne mettent à profit les enseignements de Wingate. Donc, son enseignement, il n'a pas... David Ben Gurion avait dit qu'il pensait à lui pour être le général en chef de l'armée d'Israël à la guerre d'indépendance. Wingate n'a pas vécu jusque-là. S'il avait vécu jusque-là, il aurait peut-être été le commandant en chef de l'armée israélienne à la guerre d'indépendance. En tout cas, c'est ce qu'il voyait comme mission divine dans laquelle il était investi, d'aider Israël à retrouver sa souveraineté. Alors, il y a un monument qui a été érigé en Angleterre, ce qui est marqué « A man of genius, who might well have become a man of destiny ». Winston Churchill l'appréciait énormément. L'establishment militaire ne l'aimait pas beaucoup. On a vu que les généraux, la plupart, n'appréciaient pas ses méthodes qui n'étaient pas classiques. Mais Winston Churchill, qui était la personne des solutions non classiques, avait un très grand respect pour les opinions de Wingate. Il avait emmené avec lui rencontrer les Américains. Et c'est lui qui l'a envoyé d'abord en Abyssinie et après en Birmanie. Et vous voyez que sur la plaque commémorative, à la fin, il est marqué qu'il a eu une influence décisive sur la création des forces de défense d'Israël et la création de l'État d'Israël. Donc, ça, c'est un cas, c'est évident que l'armée israélienne doit énormément à Ord Wingate. Alors, pour se souvenir de lui, vous connaissez à droite, tous ceux qui habitent Jérusalem, vous connaissez la place Wingate, ça se trouve à Rechavia, à côté du consulat belge, tout près de la demeure du Premier ministre de l'État d'Israël, quand le Premier ministre n'est pas le Premier ministre qui habite à Ranana, mais qui habite à Jérusalem. Alors, au bout de la rue, il y a cette place Ord Wingate. Il y a un timbre qui a été mis à son effigie. Il y a un village éducatif sur le Carmel qui s'appelle Yomin Ord. Vous en voyez l'insigne en haut. Et bien sûr, notre école de gymnastique qui forme les profs de gym d'Israël et qui aussi fait l'entraînement pour les soldats. J'ai fait plusieurs stages à Wingate quand j'étais officier. Machon Wingate, c'est l'école de sport d'Israël. Il y a énormément de livres qui ont été écrits sur lui. À droite, c'est un film de la BBC qui a été tourné d'un documentaire, mais il y a plus de biographies sur Ord Wingate
que sur Montgomery ou sur les plus grands des généraux de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui était tellement spécial, énormément a été écrit sur lui. Et les dernières années, dans les nouveaux historiens, beaucoup pour le démolir, en disant qu'il a attaqué des populations civiles, qu'il a massacré des villageois. C'est pas vrai, mais c'est raconté aujourd'hui. Il y a chaque année en Israël un colloque du jour Wingate. Vous voyez là, c'est le colloque de 2021 avec beaucoup d'intervenants. Celui qui intervient là, c'est Omer Bar-Lev, notre actuel ministre de la Sécurité intérieure et de la police. C'est bien qu'il parle de Wingate. J'aimerais bien qu'il apprenne un petit peu de Wingate, comment arrêter les événements dans lesquels nous sommes plongés actuellement. Et je ne voulais pas finir sans parler de quelqu'un que j'ai mentionné rapidement, sans développer tout à l'heure, Lorna. Lorna, qui était très belle, il en est tombé amoureux quand elle avait 16 ans sur le bateau qu'il ramenait à Londres quand il rentrait du Soudan. Là, vous voyez un article d'un journal, Lorna Wingate, Christian Woman of Valor, donc une femme chrétienne de grande bravoure. Et je vous lis un peu quelques extraits de cet article qui est devant vous, mais c'est dur à lire sur l'écran. Donc, que raconte cet article? Qu'en 1948, en pleine guerre d'indépendance, arrive une jeune femme de 31 ans, chrétienne, qui vient en Israël pour soutenir le peuple d'Israël dans son combat à ces heures noires de la guerre d'indépendance. Et quand un reporter lui demande pourquoi elle a quitté le confort de sa maison à Aberdeen en Écosse, elle répond « C'est beaucoup plus dur pour un ami véritable d'Israël d'être assis tranquillement en Écosse et de lire les nouvelles alarmantes de ce qui se passe en Israël que de venir ici, sur le front, soutenir les Israéliens. » Et dit l'article, ça c'est le journaliste qui écrit cet article, qui dit que de elle, on peut vraiment dire le man Tzion lo echesh, ce que dit David dans les psaumes, pour la cause de Tzion, je ne restais pas silencieux. Elle a été un porte-parole d'Israël, mais surtout, elle veut aller amener du réconfort et du soutien aux soldats qui se battent sur les frontières. Et pour cela, elle demande à Yigal Allon, qui était le commandant du Palmach à l'époque, et qui est commandant de la région nord au début de la guerre d'indépendance, Yigal Allon, qui est un ancien des SNS, un ancien des Palgot Alayla Miuchadot, un ancien des élèves de Wingate, lui maintenant est commandant du front nord, et elle lui dit, s'il te plaît Yigal, emmène-moi sur le front nord, dans l'endroit le plus menacé actuellement. Et l'endroit le plus menacé au début de mai 1948, c'est le kibbutz de Ramoth Naftali. Elle arrive à Ramoth Naftali, bien sûr, on ne peut pas s'approcher, le kibbutz est encerclé par des forces arabes. Alors, elle tourne autour avec un avion, l'avion de liaison de Yigal Allon, et ne pouvant pas atterrir, mais voulant donner du courage aux soldats, elle accroche un billet à un parachute. Elle voulait parachuter le Tanakh, donc la Bible de Wingate, qui n'abandonnait jamais Wingate. Elle a voulu le parachuter avec un mot d'encouragement aux soldats de Ramoth Naftali. Et vous voyez à gauche la Bible de Ord Wingate, on l'avait vu au début dans une des premières photos images de ce diaporama. Et vous voyez à droite, vous voyez en dessous le papier qu'elle écrit, To the Defender of Yamin Ord. À l'époque, Yamin Ord, c'était le nom d'un groupe qui était à Ramoth Naftali, qui portait le nom de Ord Wingate, puisqu'ils avaient été formés par lui. Since Ord Wingate is with you in spirit, puisque Ord Wingate, mon défunt mari, est parmi vous en esprit, so he cannot lead you in the flesh, bien qu'il ne puisse pas vous mener de chair en chair et en os au combat. I send you the Bible he carried in him with all the campaigns. Je vous envoie la Bible qui l'accompagnait dans toutes ces campagnes et accroche ça à un parachute et l'envoie comme lettre d'encouragement aux défenseurs de Ramoth Naftali. Aujourd'hui, ce Tanakh est en exposition à Bet Shturman. Vous vous rappelez de Chaim Shturman de Kibbutz Ein Harod, où était le poste de commandant de Wingate. Il y a un petit musée qui raconte l'histoire de Ein Harod, mais qui raconte aussi l'histoire des Palgot Laila Miuchadot. Et là-bas, vous pouvez voir cette Bible de Ord Wingate. Ord Wingate, may his memory be a blessing. C'est vraiment quelqu'un qui a énormément fait pour la survie d'Israël
en formant les combattants de la Haganah, les combattants du Palmach et plus tard les Sayarot, les commandos de l'armée israélienne. Et vraiment, si on est dans le mois de la Gvura, de la bravoure juive, cette bravoure retrouvée après 2000 ans doit beaucoup aux consignes et aux conseils éclairés d'un ami fidèle, Od Wingate. Voilà, je finis ce diaporama. On va rouvrir les micros. Chazak ou Baruch.